Bonjour, deuxième partie du module maladie coronaire au-delà du basique. On va travailler vraiment des électrocardiogrammes plus difficiles qui sont l'apanage des gens qui font du syndrome coronaire aigu au quotidien. Et là, on sort des petites descriptions élémentaires que l'on trouve dans les livres et qui finalement ne nous suffisent pas. Et c'est l'intérêt des vidéos un petit peu complexes. Nous allons travailler donc diagnostic différentiel, pathologie intriquée, comme toujours, dans la bonne humeur, avec Steve Smith en arrière-plan, le pape du syndrome coronaire aigu et de l'ECG. Nous allons commencer par un électrocardiogramme qui est ce qu'on appelle un classique rare, c'est-à-dire que c'est une identité remarquable. Vous allez voir que avec quelques éléments sémiologiques bien maîtrisés, on va pouvoir classer cet électrocardiogramme. Méfiez-vous des gens jeunes, des femmes blanches et des gens jeunes, car souvent on a tendance à dire qu'ils n'ont pas de syndrome coronaire aigu sur le CG, comme si on pouvait le dire. On peut affirmer qu'il existe un syndrome coronaire aigu sur un ECG, mais on ne peut pas toujours dire qu'il n'y en a pas. Ça dépend de la clinique et plein d'autres paramètres, car il existe un défaut de sensibilité de l'électrocardiogramme. En revanche, l'électro est assez spécifique. Alors là, vous avez repéré des troubles de la repolarisation. Et pour classer cet électrocardiogramme difficile, je vous ai proposé cette classification qui vous permet d'appuyer sur pause pour vous entraîner avant que je le commente. Voilà. C'est un petit peu rudimentaire, c'est probablement pas comme ça qu'il faudrait classer les électros, mais c'est didactique et ça correspond à une logique un peu de pédagogie. Alors, Wang a écrit un New England Journal of Medicine en 2003 qui me fait rêver, qui décrit les conditions autres que l'infarctus d'élévation du segment ST. Vous voyez ici, vous avez le tracé 1, ce qu'on appelle une repolarisation masculine, avec une ondaire qui grandit bien de V1-V4, parfois jusqu'en V5, une ondaise qui grandit bien de V1-V2, c'est ce qu'on a appris, et puis qui redescend, c'est parfait. Un discret ST+, de 1 à 3 mm en V1-V2, hein, des grandes ondes T qui dépassent R, et c'est un aspect un petit peu de repolarisation masculine. Il est normal chez un sujet jeune d'avoir 2,5 mm en V2, V3, c'est tout à fait acceptable. Et ensuite, vous avez 1 mm ici, 1 mm dans les autres dérivations. Bon, c'est un petit peu schématique, là il y a 1,5 mm, mais c'est pour vous rappeler que le ST+, est fréquent chez les sujets jeunes et que c'est l'ensemble du tracé, surtout les hommes jeunes, qui vous permet de le classer. Alors, le numéro 2, on retrouve un ST+, un peu concave, comme ça en hamac, là vous connaissez bien cet aspect-là, hein. C'est la repolation précoce avec l'ongie, l'aspect en hamac, voilà. Parfois une grande onde T qui dépasse l'ondaire, dans deux dérivations, mais en fait elle reste inférieure à 65% du QRS dans au moins une des deux, c'est le cas ici. Donc il n'y a qu'une seule dérivation où ça a été dépassé, parfois CV2, parfois CV3, mais c'est cette petite onde J et cet aspect concave ici et ce respect des QRS de V1, V4, et cette croissance harmonieuse des QRS jusqu'en V4 puis redescendre. L'onde S grandit de V1, V2 puis redescend, c'est tout à fait normal. Le tracé numéro 3 est beaucoup moins connu, c'est le tracé qu'on appelle inversion bénigne de l'onde T. Alors une inversion bénigne de l'onde T, plus une repolarisation précoce, vous voyez que ce patient a des ondes J ici, plus des QRS très amples avec une transition précoce, vous voyez que l'ondaire a grandi extrêmement vite ici, elle reste ample en V4, hein, c'est ce qu'on appelle une ondaire exclusive, il n'y a pas d'onde S ni d'onde Q. Tout ça est évocateur chez un sujet jeune d'électrocardiogramme normal parce que à la fois les QRS n'ont pas d'anomalie, au contraire, ils ont une forme rassurante, hypervoltée, fine et bien dessinée. Deuxièmement, il y a une petite onde J, hein, qui est quand même très précieuse, même si elle prédomine plus ici que là dans la représentation black qu'on appelle ou inversion bénigne de l'onde T. Et enfin, le ST+ reste raisonnablement similaire à une repolation précoce, mais avec des ondes T qui sont évidemment pas amples, puisqu'elles sont inversées dans leur partie terminale, tout en respectant V1, il n'y a pas de miroir, bien entendu. Alors, on va retrouver notre sujet de tout à l'heure, et on va comparer avec le tracé 3 de l'inversion bénigne de l'onde T de Wang, et vous voyez qu'il existe des similitudes troublantes. Vous voyez que c'est vraiment la repolation V3, V4, V5 et V6. Bref, on a l'impression qu'on a affaire à une identité remarquable. Et bien c'est le cas. Voilà. Donc des QRS très amples, bien respectant la croissance des ondaires de V1 V4, une petite onde J
bien visible si vous avez un électrocardiogramme de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, car on achète des mauvais appareils, et vous avez donc une magnifique petite onde J, un segment ST comme ça, avec une inversion bénigne de l'onde T terminale. C'est une identité remarquable. Alors, parfois évidemment on peut hésiter et on fera d'autres tests, mais sachez que ça existe, et vous allez voir qu'il existe vraiment des différences avec un petit peu d'habitude, avec une ischémie. Vous voyez ici l'ondaire dans l'ischémie, l'ondaire, les QRS toujours. Le muscle a l'air de souffrir en V1, V2, V3. On n'est pas du tout sur une représentation précoce avec des grandes ondaires exclusives en V4, une croissance rapide, des grandes ondesses avec l'ondesse continue en V4 à grandir là, en V3 par rapport à V2. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Il y a une inversion du rapport R sur S. Deuxièmement, vous n'avez pas d'onji. C'est net, pas du tout d'onji. Et enfin, vous avez une inversion beaucoup plus profonde de l'onde T. L'ischémie vraiment a des caractéristiques différentes avec un petit peu d'habitude de l'inversion bénigne de l'onde T du sujet africain ou Black Repolarization. Voilà, alors ce même sujet a eu des électrocardiogrammes successifs sur 2 mois, et vous voyez que les aspects de la repolarisation peuvent varier, et que même cette repolarisation peut complètement disparaître avec une fréquence cardiaque un petit peu augmentée, comme ici nous sommes à 120, avec la repolarisation atypique, inversion bénigne de l'onde T peut disparaître avec la fréquence cardiaque. C'est très important à retenir. Donc ce patient avait un électrocardiogramme normal ou autre diagnostic, normal parce que c'est une variante de la normale, rare à connaître, mais qui concerne des ethnies bien, comment dirais-je, distinctes. Alors, on reprend un sujet encore plus caractéristique, encore plus difficile pour vous, parce que là, vous avez toujours très très peur du ST, et comme toujours, on vous a appris à regarder le ST, mais pas à regarder l'ensemble du tableau. Et si on reprend bien l'ensemble du tableau, savoir les QRS, les ondes T, l'inversion bénigne de l'onde T, la proportionnalité des ondes J, vous allez voir, on va très bien classer ce malade. Alors, on reprend notre tracé de Kay Wang dans le New England, et vous allez voir qu'ici, les QRS sont extrêmement voltés. C'est pour ça que les ST sont proportionnels. La règle de la proportionnalité du ST par rapport au QRS est respectée. Les QRS sont respectés. Vous commencez par eux, par exemple. L'ondaire est exclusive en V4, même si on ne la voit pas très bien. Donc, une ondaire qui pousse bien de V1 V4 puis redescend, une ondaire qui pousse bien de V1 V2 puis redescend, un segment ST qui est avec un apogée peu ample, hein, c'est juste l'aspect un petit peu sus-décalé, très convexe, qui est très impressionnant, mais il y a une inversion terminale de l'onde T, des ondes J qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Il n'y a pas de sous-décalage de PQ. Ce n'est pas une péricardite, c'est vraiment un ECG très impressionnant de douleurs, surtout des douleurs thoraciques atypiques d'origine africaine. Il a toutes les caractéristiques, donc vous prenez un petit peu votre temps si vous n'êtes pas habitué, mais sachez que cette identité remarquable d'inversion bénigne de l'onde T existe, elle est troublante, mais qu'avec quelques petits points de repère comme les QRS, l'onde J, l'absence de miroir, le caractère souple, et qui disparaît parfois avec le temps, comme ici, vous voyez, sur plusieurs jours, souvent ces patients sont très explorés tellement ils font peur. Et on voit bien que l'aspect se modifie, hein, avec les jours, mais on a toujours cette petite onde J et cette petite inversion terminale de l'onde T qui est présente sur tous les tracés et qui peut disparaître comme tout à l'heure. Vous voyez, ici, tout a disparu avec la fréquence cardiaque. Voilà, je crois que vous connaissez tout sur l'inversion bénigne de l'onde T, et on va passer au sujet suivant. Pourquoi ce malaise? Alors là, l'électrocardiogramme du malaise, c'est souvent un petit peu vu à la va-vite. Vous voyez, ce patient a une fréquence cardiaque à 50. Si on va un petit peu vite, on va rater tout plein de choses. Donc il faut se donner le temps de lire l'électrocardiogramme correctement. Et vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez vous entraîner à classer cet électrocardiogramme et repérer quel numéro vous attribueriez à cette tracé. Voilà, appuyez sur pause, moi je continue. Ce qui me frappe le plus ici, en première intention, c'est les ondes T. Je trouve que ces ondes T sont évidemment pas amples en termes de millimètres, mais amples par rapport au QRS. C'est ça qu'il faut toujours comparer, hein. C'est l'amplitude de la surface de l'onde T et de sa hauteur, avec cette onde T démesurée en termes de surface par rapport à ce QRS. Et elle est largement supérieure à 75% du QRS dans 2 dérivations, même 3, et probablement 4, et peut-être même 5. Donc on a l'impression qu'il y a une ischémie
sous-endocardique, c'est-à-dire le prélude à un infarctus ST+, hein, reconnu par ce ST+, comme ça, dans le territoire inférieur. Alors, il y a un discret ST+, hein, mais ne cherchez pas à classer les patients en occlusion coronaire uniquement par le ST+, mais par le caractère ischémique, la clinique. Un patient qui fait un événement ischémique aigu avec une grande onde T, c'est une occlusion coronaire, hein. Donc ce patient avait en plus un miroir extrêmement intéressant, hein, très, euh, comment dirais-je, permettant de bien classer ce patient. Mais il y avait d'autres choses à voir sur cet électrocardiogramme. Évidemment, dans les quiz sur Facebook, c'était difficile à voir. Moi, je n'aime pas beaucoup que le PR change un peu comme ça, vous voyez. Le PR, en fait, il a changé de taille. Rien de rien, là, mais ça m'a pas plu du tout, ça. Hein. Il n'y a pas de BAV2 comme ça, mais... Ah, et puis là j'ai tiqué ensuite avec cette onde P ici, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc qui disparaît? Et pourquoi l'onde T se modifie comme ça? Vous voyez, il faut un bon appareil électrocardiogramme. Et puis là, si vous regardez un petit peu mieux, vous commencez à voir deux bosses. Extraordinaire quand même, hein, la dérivation D1, il n'y a que là qu'on voit deux bosses. Puis finalement, quand on commence à regarder un petit peu partout, on se demande s'il n'y a pas des bosses un petit peu ici. Donc on a l'impression que vraiment, il va falloir se méfier de ces ondes P. Donc je vous les ai montrées ici, vous voyez, elles sont difficiles à voir, hein, mais elles sont bien ISO équidistance, donc c'est bien un BAV2, voire même un BAV3, puisque le PR augmente, c'est une dissociation complète. En fait, ce sujet est en dissociation complète, mais c'était très difficile à voir sur cet électrocardiogramme. La relation entre les ondes P et les QRS était masquée par euh, des ondes P qui finalement disparaissent dans les ondes T, on ne les voit plus. Et on a l'impression, comme c'est un peu iso-rythmique, qu'il n'y avait qu'un BAV1, voire un BAV2, et en fait c'est un BAV3 sur l'infarctus inférieur. Voilà pourquoi ce patient faisait un malaise, et quelques minutes après c'est nettement plus visible. Vous voyez, ici vous avez vraiment une dissociation, ou en tous les cas un BAV de haut degré, 3 sur 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais sur un BAV 3 sur 1, c'est presque le petit frère du BAV complet, et il n'y a pas tellement de signes supplémentaires de ST+, hein, donc ne me parlez pas sans arrêt du ST+, ça me fatigue. C'est une occlusion coronaire inféro-basale typique avec un BAV3, ce patient de la tête revascularisé très rapidement. Et vous pouviez classer ce patient soit en ST+, si vous voulez, bon, peu importe. En tous les cas, dans les caractéristiques urgents, grâce à l'onde T, ça suffisait. Il ne fallait surtout pas mettre lésion sous-endocardique semi-urgent. Voilà, donc un patient avec un diabète décompensé, 47 ans, tout de suite ça fait peur, car on sait que les diabétiques font un peu plus souvent que les autres des infarctus sans douleur, mais enfin c'est surtout vrai quand ils sont passés inaperçus. Il y a beaucoup de gens qui font des infarctus inaperçus aussi. Et donc vous aviez tous repéré des anomalies de l'onde T, du QRS, etc. Donc il s'agissait de classer ce patient, je vous laisse le faire en appuyant sur pause. Moi, je continue en disant que la première chose que je fais, comme tout à l'heure, c'est de regarder les ondes P, très attentivement, les PR et tout ça. Et là, vous voyez, je n'aime pas ces ondes P inversées en V1, V2, V3, parce que ondes P inversées en V1, V2, V3, ça m'évoque des inversions d'électrodes. Alors, il y a deux endroits où il faut tiquer sur les inversions d'électrodes, c'est quand P, QRS et T est inversé en D1, ou quand P, QRS et T est inversé en D3. Et là, c'était le cas ici, il fallait vraiment remettre les électrocardiogrammes dans le bon sens. Et quand on les remet dans le bon sens, franchement, c'est rassurant. Et donc, ce patient a un diabète décompensé, mais ce n'est pas à cause d'un syndrome coronaire aigu, c'était un petit piège. Voilà, et c'est tellement fréquent que je vois des jeunes se faire avoir avec ça. Alors, nous avons un homme de 53 ans qui fait un malaise avec des sueurs. À vous de classer cet électro en appuyant sur pause, prenez votre temps. Et nous allons faire de la lecture globale, hein, pas simplement du ST. On va faire, soit on part des ondes T, soit on part des QRS. Alors allons-y tranquillement, et là, on commence à trouver, comme tous les gens qui savent lire un électro, que ces ondes T étaient trop grandes. Mais ces ondes T trop grandes, ça peut être une péricardite, une hypercalémie ou un infarctus, j'en sais rien moi. Donc il va falloir interpréter l'ensemble. Cette onde T fine, plutôt étroite en haut, mais c'est pas étroite en haut qui m'intéresse, c'est étroite en bas pour classer les électrocardiogrammes.
Étroite en bas, ça fait plutôt hypercalémie. Étroite en haut, c'est pas spécifique. Et là, vous voyez qu'il y a un ST+, qui dépasse largement ce qui est autorisé en V3. Parce que je veux bien qu'il y ait un ST+ de 2 mm et demi, mais là, ça va pas. On a un QRS tout petit. Donc un QRS petit avec un ST+ comme ça, très ascendant. Les Anglais disent un take-off très ascendant avec une onde T positive. Ça me plaît pas beaucoup, hein. En plus, là, ça devient raide. Ça fait vraiment ischémie. Et puis, pour vraiment être sûr, bah, comme toujours, utilisez les QRS. Avec l'ondaire, diminue de V1 à V3. Normalement, l'ondaire grandit de V1 à V4. Là, vous avez une onde Q. Donc, on a 3 signes d'ischémie, un take-off rapide, non proportionnel à l'onde S, une onde T très ample qui signe un infarctus vraiment en cours très récent, et enfin des signes d'ischémie de grade 3 de Birnbaum avec apparition d'une onde Q dans la dérivation V3, V4. C'est un infarctus antéroseptal à son début. Il n'y a pas de doute là-dessus. Malgré qu'il n'y ait pas de miroir, vous savez que dans un tiers des cas, il n'y a pas de miroir de l'infarctus antérieur, puisque le miroir de l'infarctus antérieur n'est pas en position inférieure, c'est pas logique puisqu'il y a 90 degrés d'écart, mais plutôt dans les selles droites, ce que on n'enregistre pas, ou alors au niveau du foie. Donc, infarctus avec sus-décalage de ST, occlusion complète de l'IVA, vraiment, c'est un beau tracé pour lesquels il n'y a pas de miroir, et je voulais vous en parler. Alors, là, ce patient fait un subœdème pulmonaire, 48 ans, classé cet électro en appuyant sur pause, moi je continue. Euh, je continue, et là je suis frappé une fois de plus par ces ondes T. Et, on vient de le voir, donc 3 diagnostics devant des grandes ondes T, une hypercalémie, une péricardie et un infarctus. Parfois, plus rarement, mais sur des QT longs, une hypocalcémie, mais là c'est vraiment pas du tout le cas. Et donc je fais ma lecture globale, soit je pars des ondes T, soit je pars des QRS, et là je vois que les ondes T sont vraiment très pointues, hein. Tout d'abord, je regarde l'onde P, excusez-moi. Un petit cliché, un petit clin d'œil pour vous montrer que les ondes P changent d'axe, hein, ce qu'on appelle un wandering pacemaker. C'est un rythme sinusal au début du tracé qui progressivement cède la place. Un rythme atrial ectopique accéléré, on verra tout à l'heure que ça existe dans l'ischémie, c'est-à-dire que le pacemaker change entre le pacemaker de l'oreillette, euh, du plafond de l'oreillette, qu'on appelle le nœud sinusal, et du plancher de l'oreillette, qu'on appelle le rythme du sinus coronaire, ou un rythme atrial bas. Et là, c'est une jolie compétition. Souvent, ce n'est pas vu par les médecins. Mais ce n'était pas le propos. Le propos, c'était vraiment de tiquer sur ces grandes ondes T qui ont un aspect d'identité remarquable. Un certain nombre d'entre vous le connaissent, cet aspect très particulier où le point J est sous-décalé, et vous voyez que vous avez une onde T qui démarre dès la fin du point J, en fait. Ce qu'on appelle une onde T de Winter, c'est-à-dire un sous-décalage du point J avec une onde T avec un take-off extrêmement rapide. Et regardez cette pente-là, comme elle est plus importante que celle-là. C'est une identité remarquable qu'on va retrouver exactement en dérivation inférieure, ce qui est très inquiétant d'ailleurs chez ce patient. C'est que normalement, c'est plutôt soit dans le territoire de l'IVA, soit dans le territoire inférieur. Ce n'est pas une hypercalémie. Dans l'hypercalémie, vous avez des ondes T à base étroite, hein, puis il n'y a pas de sous-décalage de ST comme ça ascendant, et des sous-décalages rectilignes, on les verra tout à l'heure. Donc un aspect de sous-décalage du point J avec un take-off extrêmement rapide dans de très nombreuses dérivations et un miroir en VR. Cela nous évoque vraiment un courant de lésion sous-endocardique diffus. Et là, vous aviez un aspect de complexe STT ou onde T de Winter, ça dépend comment les auteurs l'ont classé. Moi, j'aime bien le terme de complexe STT de De Winter. D'autres appellent ça des ondes T de De Winter. C'est un équivalent ST+, hein. C'est ce qu'on appelle un non-ST+, de mauvais pronostic. Il y a cette dérivation avec un sous-décalage, et cet aspect vraiment très évocateur d'une occlusion proximale de l'IVA chez ce patient qui va être immédiatement passé en coro. Et à 14h08, on avait ça, et voilà, à 16h, ce qu'on a, c'est quand même nettement mieux. Comme tracé, on a eu le temps d'éviter un infarctus de très mauvais pronostic chez ce patient. Il était vraiment urgent de reconnaître le diagnostic et de ne pas perdre son temps avec la biologie, car c'était quasi évident sur l'électro avec un peu de connaissance. Alors là, un grand piège,
classique. Cet ECG est-il en faveur d'une maladie coronaire? Je vous laisse appuyer sur pause. Bien entendu, moi, il faut que je continue parce que le temps passe. Et quand je regarde cet électrocardiogramme, je me demande si c'est pas une péricardite, hein. Voilà, vous avez un ST+, un petit peu diffus comme ça. Ben là, on a l'impression que c'est un infarctus inférieur presque. Ben, c'était ça la question, hein, infarctus inférieur ou infarctus septal. Mais pour classer cet électrocardiogramme, on va refaire un petit tour de la révision des péricardites. On va en voir 6 ou 7 très rapidement, car elles ont toutes 3 critères. Les péricardites aiguës, elles sont souvent sèches, hein, il n'y a pas toujours de liquide chez ces gens-là, ce sont des péricardites sans comment dirais-je, idiopathique, virale ou autre. Vous avez un ST plus diffus, mais qui prédomine en inférolatéral. C'est ça qu'il faut, enfin, qui prédomine, qui concerne au moins des 1 des 2 parents. Donc vous avez cet aspect en diagonale. Regardez bien, le ST plus ici, il est vraiment en diagonale, comme ça. Ça, c'est la forme vraiment ultra typique, avec D1 qui ressemble à B6. Vous avez donc un ST plus plutôt diffus, plutôt concave, parfois avec une petite onde J comme ça, qui débute gentiment. Il y a un miroir uniquement en V1 et en VR, comme toujours, puisqu'il n'y a pas de péricarde à cet endroit-là. La chose essentielle, c'est de noter que les QRS sont respectés, hein. L'ondaire croît de V1 à V4 ou V5, et l'ondaise croît de V1 à V2 puis redescend. Aucune onde Q, rien du tout, c'est impeccable. Et enfin, il peut y avoir un PQ descendant, je l'ai mis en dernier, c'est un critère accessoire. Chez ce patient, vous voyez que la ligne isoélectrique est là et que le PQ descend. Ligne isoélectrique, PQ descendant, voilà, ligne isoélectrique, PQ descendant. On a vraiment tous les critères ici de la péricardite aiguë douloureuse. Voici un deuxième exemple, hein. On retrouve le ST plus diffus comme ça, hein. Le caractère PQ descendant et tous les QRS sont respectés, c'est vraiment très important à repérer. Je continue, je vous en montre plein d'exemples parce que c'est vraiment la forme typique de la péricardite aiguë qu'il faut connaître. On vous montrera quelques variantes à la fin. La dominante inférolatérale, V1, V2 est souvent respecté, hein, surtout V1. Alors V1, c'est pas péricardisé, donc généralement c'est normal. Ouais, V1 et VL aussi, des élévations très hautes où il y a très peu de péricarde. On retrouve un petit peu cet aspect d'onde J un peu prononcé, qui parfois va être de plus en plus prononcé, je vais vous en montrer. Enfin, globalement, vous avez le PQ descendant, souvent la tachycardie aiguë. Alors, il peut y avoir du liquide, hein, rapidement dans certaines mauvaises formes de péricardite aiguë. Et puis, vous avez les formes gentilles avec soit troponine zéro, pas de liquide et évolution rapide de la douleur et pas de cause associée. Et c'est des traitements ambulatoires. Là, encore un aspect vraiment caractéristique avec une méga onde J comme ça. Mais c'est pas une hypothermie, c'est bien une péricardite aiguë. Et on continue, je voudrais terminer par celui-ci, parce que celui-ci est un tout petit peu différent, et il y a un V1, V2 qui est un peu plus important que la forme inféro-latérale. C'était, comme toujours, hein, il y a des formes un petit peu atypiques, mais celui-ci je l'aime bien à cause du fait qu'il est un peu trompeur, vous voyez que, il fait 5-6 mm le style, mais tous les QRS sont respectés. Le PQ est descendant, l'aspect est diffus, et le miroir ne concerne que VR, et ben là il n'y a pas V1. Il y avait un miroir ici en T3, mais c'est des petites variantes qui sont liées à l'aspect de cette péricardite, mais c'en était bien une. Voilà, donc reprenons notre patient et on retrouve les 3 critères. Le ST plus diffus inférolatéral, D1, D2, hein, et puis V5, V6, on voit bien le discret décalage un petit peu concave comme ça. Ici, il y avait un petit aspect douteux en V2, mais je vous en ai montré, des fois il peut y avoir des aspects un petit peu douteux. Il n'y a pas de miroir sauf en VR et en V1. Les dérivations VL et V1 sont respectées. Enfin, vraiment, le PQ est sous-descendant et descendant et sous-décalé d'1 mm par rapport à la ligne de base. On a vraiment les QRS respectés. On a vraiment tous les critères de la péricardite aiguë. Voilà, vraiment, je vous les ai remis en évidence. Voilà, cet ECG est-il en faveur d'une péricardite? Eh bien, je vous laisse réfléchir. Évidemment, vous avez l'impression qu'il existe un ST plus diffus et prédominant en inférolatéral. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez qu'ici, il existe quelque chose de fondamentalement différent chez ce patient, hein. Le ST plus est diffus, mais le PQ est légèrement descendant. Oui, il peut y avoir de l'eau chez ce patient, mais ce qui est important, c'est de repérer qu'il y a des ondes Q, hein. Les ondes Q chez ce patient sont bien visibles
Et il y a un ST+, en regardant le cul, hein, donc on a l'impression qu'il y a eu une nécrose inférieure, semi-récente et qui s'accompagne d'un épanchement péricardique. C'est infarctus semi-récent, tachycardie en plus, épanchement péricardique et tachycardie, ça veut dire que c'est souvent mal toléré. Donc chez ce patient qui a en plus des signes droite et gauche d'insuffisance cardiaque, il faut évoquer la péricardite liquidienne qui accompagne les infarctus relativement récents et qu'on appelle syndrome de Dressler. Donc on peut avoir des pathologies intriquées. C'est pas parce qu'il y a un ST+, que c'est une péricardite non plus. Il faut quand même se méfier du ST+, qui accompagne les évolutions un petit peu retardées de l'infarctus du myocarde, syndrome de Dressler. Celui-ci est difficile et je crois qu'on va bientôt terminer maintenant le topo. Ce patient est en œdème pulmonaire, évidemment, il a un électrocardiogramme impressionnant, avec un ST+, qui fait quelques millimètres, hein, 3-4 millimètres. Donc, comme toujours, si vous regardez le ST+, bah, vous dites infarctus ST+, sans réfléchir. Si maintenant vous regardez l'ensemble du tracé, vous allez constater quelque chose qui a été très très bien décrit par beaucoup d'auteurs, c'est que un certain nombre d'anévrismes ventriculaires qui s'accompagnent d'insuffisance cardiaque ont un courant de lésion persistant pendant très très longtemps dans une dérivation antéroseptale. Comment reconnaître chez ce sujet qui fait de l'insuffisance cardiaque une séquelle d'infarctus? Bon, bah d'abord, vous avez des ondes Q qui ont l'air vraiment profondes et tracées de façon ancienne. Hein. Regardez ces ondes Q ici. Donc voilà. On a l'impression ensuite que le ST+, est très peu sus-décalé par rapport à la profondeur des ondes S. Regardez, ces ondes S sont très profondes. Donc un petit ST+ de 3-4 mm par rapport à un QRS qui en fait 30, bah, on est à un rapport inférieur à 10%. Donc on est très très loin du 0,36. Hein. La règle de la proportionnalité s'applique, c'est-à-dire que plus j'ai une onde S profonde, plus j'ai un ST+, et c'est un signe d'infarctus ancien. Par contre, si j'avais une onde T très ample qui est vraiment dans une seule dérivation dépassait la profondeur du QRS ou l'amplitude du QRS, alors ça serait un signe d'infarctus aigu. Voilà, ce sont des petits marqueurs, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument compter sur eux avec une spécificité de 100%, mais franchement, ce sujet a des ondes Q extrêmement bien dessinées, bien profondes, assez importantes, avec un ST+, qui est proportionnel et qui finalement est assez modéré par rapport aux ondes S. Hein. Bon, alors après, on peut faire la somme TV1, TV4, et puis voir qu'on est toujours inférieur à un quart, c'est toujours le cas, même à un quart, je veux dire, à 0,22% du QRS. C'était vraiment un petit conseil pour reconnaître l'anévrisme ventriculaire. Vous retrouverez cette définition dans le lexique sur les cardiogrammes. Je vous remercie. Comme toujours, je vous renvoie à plusieurs outils pour approfondir votre connaissance de l'électrocardiogramme. J'espère que ça vous a été utile et pas trop long. Au revoir.